nouveau réveil de l'ORAV, qui a pour but aujourd'hui de vous présenter la nouvelle publication sur l'OCSGE que nous avons analysée à l'échelle du département Bonjour. récemment, sous l'angle de la loi climat et résilience. À ce sujet, je laisserai tout d'abord la parole à Mathieu Ecoy, qui est de la DDT 84, qui nous parlera de la loi climat et résilience et notamment de ses enjeux dans le département. Puis Sébastien Bourdeau de l'IGN prendra la parole en présentant la donnée telle qu'elle et également ses actualités récentes. Et puis avec Aurore Pitel et moi-même, Laure Bigourdan, nous vous présenterons un peu plus spécifiquement le contenu de cette publication du point de vue du traitement de l'OCSGE et des enjeux du ZAN vus sous le prisme de cette nouvelle donnée. À la fin des présentations, qui vont durer entre 10 et 15 minutes par personne, nous vous laisserons un peu de temps d'échange avec les intervenants si vous le souhaitez. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat si vous préférez. Et ensuite, du point de vue pratique, juste pour vous rappeler que ce réveil est enregistré, donc le replay sera partagé sur la page YouTube de l'agence et les présentations seront également diffusées en PDF. Je vous laisse, si c'est possible pour tous, de couper vos micros pour ne pas interrompre les présentations. Et je vais laisser la parole à Mathieu. Bonjour à tous, Mathieu Ecoy de la DDT 84. Donc moi je suis le chef de l'unité planification Ouest Vaucluse, donc partie Scott avignonnaise et Cavaillon, et énergie, climat et référent ZAN du coup sur le département de Vaucluse. Alors, juste un instant, on arrive à lancer le PowerPoint. Donc l'idée, c'est surtout de revenir sur les enjeux un petit peu rapidement, la loi climat et résilience, sans rentrer dans les détails, pour faire un petit peu un rappel et remettre aussi des éléments de contexte surtout. Alors, je vais revenir voilà, sur les enjeux, le contexte, les échéances un peu sur les documents d'urbanisme, le rappel sur les définitions, sur la consommation artificialisation, un petit point rapide sur l'appréhension du photovoltaïque et des parcs publics et évoquer un peu les outils dont le CSGE fait partie et sur lequel il y aura une présentation derrière et vous expliquer rapidement le principe d'application au Vaucluse. Alors, juste au niveau du contexte, pour rappeler, mais c'est des éléments que beaucoup ont en tête, on a quand même depuis 1980 artificialisé, une augmentation de l'artificialisation de 70% en France, alors même que la croissance de la population n'a augmenté que de 19%. Donc, tout ça juste pour rappeler quand même qu'on est dans une dynamique plutôt consommatrice d'espace et on voit qu'on est sur une perte un peu d'optimisation de la consommation foncière qu'on peut engager. Et rappeler du coup sur le territoire vauclusien, effectivement, on est sur une consommation de 2444 hectares sur la dernière décennie, ce qui n'est pas négligeable. J'en profitais aussi pour rappeler, quand on parle d'optimisation du foncier, un petit peu de recontextualiser, rappeler qu'en France, on n'est pas sur un territoire extrêmement densément peuplé, alors même qu'on a une part assez importante du territoire artificialisé comparativement à d'autres pays européens. Juste se remettre ça en tête sur des pays occidentaux similaires, voilà, dire qu'on n'est pas quand même sur des territoires très denses. J'ai exprès mis aussi des éléments de comparaison. Rappeler que sur le Vaucluse, sur la dernière décennie, on a à peu près consommé 1050 mètres carrés par habitant, qui est beaucoup si on compare par rapport à PACA. Alors, j'ai fait exprès de mettre un comparatif sur PACA qui est un peu extrême, à 690 mètres carrés, mais au niveau national, plutôt à 950. Mais toutefois, en Vaucluse, on reste quand même au-dessus de la moyenne nationale en termes de consommation foncière par habitant. Tout ça à prendre en compte également, c'est des points assez forts que l'État aime à rappeler, contexte de ZAN, de sobriété foncière, mais aussi dans un contexte sociétal en évolution.
C'est-à-dire, c'est des points qui sont importants de rappeler. On parle de zéro artificialisation nette, ça fait peur, mais en parallèle, on est également dans un contexte de baisse démographique assez important, hein. Les projections INSEE font qu'on envisage d'arriver à une stagnation, puis une baisse de la population d'ici 2040-2050. Donc, le ZAN s'inscrit aussi dans ce contexte-là, et c'est ça qui est important d'avoir en tête. On n'est plus dans des dynamiques démographiques fortes. En parallèle de ce phénomène, puisque la construction est là aussi pour compenser le phénomène de desserrement des ménages qui est assez conséquent, ce desserrement des ménages aussi implique une évolution du type de produit qui est recherché par les populations, puisque avec une baisse de la taille des ménages, on peut aussi anticiper un besoin vers les plus petits logements, donc une adaptation aussi du produit, donc qui est aussi moins consommateur. C'est dans cet esprit-là que s'inscrit le ZAN et évidemment aussi la mobilisation des logements vacants, puisqu'on arrive des fois sur le territoire vauclusien à atteindre 10% de vacances dans le parc de logement, ce qui n'est pas négligeable. Et la petite illustration à droite reflète ça. On a beaucoup de logements vacants dans les centres et on va construire de nouveaux quartiers en parallèle. Donc, c'est poser cette réflexion. Lausanne s'inscrit dans cette réflexion-là. Et également le fait que sur certains territoires, la production, elle s'axe principalement sur des résidences secondaires, ce qui pose des questions. Pourquoi on va consommer de l'espace? Donc, toujours dans ces éléments de contexte et de pédagogie, j'allais dire, on trouve important de rappeler parce que c'est souvent ce qui est opposé par certains élus, de rappeler que 80% de la population aspire à la maison individuelle. Donc, on rappelle que certes, 80% de la population a ces aspirations-là, mais 80% de la population ne peut pas forcément y prétendre, hein. Je rappelle que plus de 70-75% de la population éligible au logement social. En fait, il y a un décalage réel entre nos aspirations et nos réels besoins et surtout nos capacités financières, hein. Je pense personne n'a le logement dont il rêve, auquel il aspire vraiment. C'est un compromis en général entre vraiment ce dont on a besoin et ce qu'on peut se permettre. Donc, c'est important aussi de l'avoir en tête, de déconnecter ça sur l'aspiration vraiment de la maison individuelle. Et rappeler que dans l'objectif de ZAN, au regard effectivement des éléments évoqués précédemment, la réflexion ZAN, c'est de se dire aujourd'hui, 80% de la ville est déjà là, il nous reste 20% à construire de cette ville. Qu'est-ce qu'on fait de ces 20%? Comment on les oriente? Et c'est pour ça, il faut bien se poser des questions, comment on optimise, vers quel type de produit, etc., pour compenser aujourd'hui la composition du parc actuel. Je pense aux petites communes, des fois qui ont un parc de logement qui est 90-95% de maisons individuelles. Est-ce que ça correspond à ce qu'il faut pas rééquilibrer ce parc dans les 20% qui nous restent à construire? Et j'aime bien mettre ce petit exemple sur le mât provençal en se posant la question. Aujourd'hui, ce mât, ça peut être une maison individuelle. Demain, ça pourrait être du logement collectif avec plusieurs logements dedans, puisque le besoin a évolué, des besoins de plus petits logements. Finalement, sans dénaturer les formes urbaines, on peut se reposer la question, si on fait 3-4 logements dans un mât provençal, on a multiplié par 3-4 la densité, sans avoir même modifié les densités urbaines. Donc, c'est aussi pour repositionner la question du ZAN et se dire que finalement, densifier, c'est pas forcément tout chambouler. Sur les enjeux, du coup, rappeler aussi, c'est des éléments que tout le monde a en tête, que le ZAN vise à sortir de la réflexion notion d'espace pour raisonner le sol comme un modèle en 3 dimensions, avec sa biodiversité, avec ses différentes fonctions, notamment sur l'eau, sa qualité, et rappeler que c'est quand même une ressource vitale et limitée et qu'il faut forcément la préserver. En termes d'échéance, rappelez que pour l'heure, même si il y a une loi, la loi Trace, que certains ont en tête, qui est en réflexion, qui avance, pour l'heure, les échéances qui avaient été fixées par la loi Climat Résilience sont toujours maintenues, à savoir
l'échéance 2024 pour les SRADET, à savoir que sur le SRADET PACA, il a été approuvé là, ce début du mois de juillet. Les Scott ont jusqu'à 2027, effectivement, pour se mettre en compatibilité et en cohérence les PLU à horizon 2028, à l'issue duquel plus aucune autorisation ne pourra être permise en zone à urbaniser. Donc, dans ce contexte-là, je vous ai remis à droite un peu les objectifs et les taux d'effort qui sont attendus par le SRADET sur les différents SCOT, à savoir que le Vaucluse est relativement épargné puisque l'effort global au niveau de la région est de moins 54,5 et pas moins 50% pour tenir compte des projets d'envergure nationaux. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas de communes, enfin de SCOT au niveau vauclusien qui ont des efforts au-delà de moins 54,5, alors que sur d'autres territoires, ça peut monter jusqu'à moins 59,5. Donc, pour le coup, le Vaucluse a été relativement épargné. Juste un rappel rapide du coup sur les définitions, revenir là-dessus, puisque la consommation d'espace risque de rester perdurer peut-être encore quelques temps. La consommation d'espace est bien définie comme la création et l'extension effective d'espaces urbanisés. J'y reviendrai dans les outils, puisque ça peut poser question sur quels outils on peut utiliser pour mettre face à cette définition. Alors que l'artificialisation ne résonne plus en termes d'espace, donc bien en modèle 3D du sol, j'allais dire, puisqu'on le définit comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Mais ça, je laisserai Laura revenir dessus au travers de l'OCGE qui aborde cette définition. Rappeler que la notion aussi d'artificialisation vient en parallèle d'une autre notion souvent oubliée, qui est la renaturation des sols, ou sa désartificialisation, qui consiste en des actions de restauration, d'amélioration de la fonction écologique des sols. Donc, pas oublier ce pendant qui est souvent omis. Oui, on pourra faire des choses, il faudra désartificialiser pour réartificialiser ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'artificialisation nette et c'est bien comme ça qu'il faut le penser. On échangeait il n'y a pas longtemps dans le cadre de foncier économique. Est-ce qu'il n'y a pas des secteurs de développement existants, de friches à remettre en nature pour pouvoir permettre l'extension sur d'autres secteurs? C'est des questions que pose Lausanne. Je voulais peut-être aussi juste faire un petit focus sur le décret du 27 novembre 2023. Vous me dites si je suis pas dans le temps. C'est bon. D'aller assez vite. Sur le décret du 27 novembre 2023, rappeler qu'il y a des petites spécificités, l'hygiène les évoquera peut-être, sur le fait que les parcs publics et les panneaux photovoltaïques peuvent être considérés comme non artificialisants. Surtout sur les panneaux photovoltaïques, ça fait débat parce que en principe, ils sont comptabilisés. Il y a des critères techniques à respecter pour déroger à la comptabilisation et aussi, on voit que c'est là où il y a des fois un manque de connaissances, aussi les principes sont à respecter, notamment le maintien du couvert végétal. Donc attention, notamment quand il y a des arbres de haute tige, suivant la quantité. Alors là, c'est une appréciation et une discussion à avoir au coup par coup. Suivant la végétation, les arbres de haute tige touchés, ça peut comptabiliser en une consommation d'espace, alors même qu'on respecte les critères techniques. Alors, pour essayer de suivre un petit peu l'évolution Alors, on est à la transition entre consommation et artificialisation, hein, où différents outils existent, hein, vous en avez tous connaissance, des fichiers fonciers, qui sont aujourd'hui notre référence côté État pour la consommation d'espace. Et comme j'ai évoqué tout à l'heure, on aura la définition de la consommation d'espace, c'est l'extension effective de l'urbanisation. Les fichiers fonciers ne font pas forcément la distinction entre ce qu'il y a dans l'enveloppe, en dehors de l'enveloppe. Donc, il y a toujours des limites à tous les outils qu'on peut utiliser. C'est pareil, on a des modes d'occupation locaux qui présentent des fois des disparités qui peuvent être importantes d'un territoire à un autre.
Et puis l'OCSGE, on va en parler tout à l'heure, qui présente aussi ces biais, puis pour lesquels on a un millésime aujourd'hui pour le Vaucluse de 2018 et 2021. On n'a pas forcément sur la période 2011 et on manque aussi de recul. Donc, il n'y a pas d'outil parfait pour essayer de suivre ça, ce qui nécessite forcément d'échanger localement, puisqu'on peut avoir des biais avec les fichiers fonciers, notamment sur des petites communes. À l'échelle macro, c'est moins le cas. Mais quel que soit l'outil qu'on utilise, il y a une nécessité de voir les biais potentiels de l'outil utilisé et du coup de discuter localement. Et surtout, nous, ce qu'on essaie de privilégier, c'est de compter de la même manière avant qu'après. C'est quand même là-dessus qu'on essaie de porter une certaine cohérence. Et du coup, en continuité, la question de comment on applique ça, nous, en Vaucluse, puisqu'on nous reproche effectivement souvent côté État d'être des mathématiciens de l'urbanisme. Donc, on sait très bien que l'approche mathématique pénalise des fois les communes les plus vertueuses et donne des fois des avantages à ceux qui pourraient en avoir moins, ou des communes qui se précipitent aussi à consommer de l'espace avant de faire leurs documents. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir une application stricte mathématique, ça donne un plafond de verre, j'allais dire, mais l'idée, c'est quand même de discuter en fonction des spécificités locales, de la stratégie locale. Certains secteurs, sur certaines communes, le plafond ZAN, l'objectif qui pourrait être enfin, les besoins sont en dessous de l'objectif ZAN. Pour certains, des fois, les besoins sont justifiés au-dessus de l'objectif ZAN. Donc, ça nécessite vraiment d'échanger localement. On essaie de faire primer le bon sens pour imposer voilà, l'objectivation de la démonstration du besoin de consommation. On a quand même des marges de tolérance, mais le but, c'est vraiment d'objectiver les choses. Donc, juste pour conclure sur cette thématique, je voulais juste rappeler que le mois de septembre a été déclaré mois de la sobriété foncière, hein, qu'il va y avoir tout un ensemble d'animations au niveau de la région, majoritairement à Marseille, avec des échanges, des débats, des visites, des tables rondes. Et il y aura aussi une déclinaison locale en Vaucluse qui devrait se passer donc à l'Université d'Avignon avec une exposition pendant une semaine et des présentations et des tables rondes le 15 septembre après-midi potentiellement dans un amphithéâtre. Voilà. Et merci Mathieu. Je vais laisser la parole à Sébastien Bourdeau de l'IGN qui va vous partager son PowerPoint. Donc j'arrête ce partage-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat si jamais vous avez peur de les oublier pour la fin de la présentation. Et puis Sébastien, je te laisse partager ton PowerPoint. Bonjour à tous. Alors, je vais faire la petite manip. Est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait, merci. Parce que moi, je le vois pas en plein écran comme je le présente. Mais Non, c'est très bien, ouais, on voit bien. OK, très bien. Bonjour à tous. Donc, Sébastien Bourdeau, je suis délégué régional Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'hygiène. Et donc, merci pour l'invitation. Je vais vous présenter les actualités et puis des notions de calendrier, notamment sur l'OCSGE ce matin. Alors, je m'excuse par avance pour les gens qui ont assisté au groupe de travail régional sur l'occupation des sols. Ma présentation, elle reprend une bonne partie de ce que j'ai présenté en début de semaine, avec quelques aménagements peut-être la variété du public aujourd'hui. Donc, je vais passer assez vite, c'est assez dense, mais vous m'en voudrez pas, je vais zapper assez vite sur les slides, il y en a un certain nombre. Je préfère vous prévenir. Donc voilà, aujourd'hui. Donc pour revenir et pour enchaîner sur ce que disait la DDT juste avant, donc moi je vais faire un zoom sur la production d'occupation du sol nouvelle génération. Donc une base de données qui est produite par l'IGN à la demande de la DGALN, donc pour le suivi de l'artificialisation au niveau national. Donc les objectifs, une description fine en 2 dimensions tous les 3 ans,
dimension, couverture et usage sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a eu des choses juste avant de dire sur les millésimes, donc 2018 et 2021 pour le Vaucluse. Donc, je reviens très très rapidement sur le processus de production de l'occupation du sol nouvelle génération. Donc, des données en entrée. Donc, c'est un processus qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. C'est la première production à l'IGN qui a fait appel à ce type de technologie. Donc, des annotations faites sur les photographies aériennes, qu'elles soient couleur ou infrarouge, et puis l'intégration de modèles numériques de surface que vous voyez en pointillé rouge sur la petite incrustation, et puis de modèles numériques de terrain en bleu. Donc voilà, derrière, avec ces données d'entrée, on crée un modèle d'IA qu'on fait tourner, donc ce qu'on appelle l'inférence, c'est de faire tourner le modèle pour obtenir des cartes de prédiction au pixel. Carte de prédiction qu'on vectorise par la suite pour arriver sur une carte de prédiction vecteur. Je reviendrai tout à l'heure, on a créé un produit qui est directement sorti de ce processus d'intelligence artificielle qui s'appelle COSIA, qui peut avoir différents usages au-delà de son usage au sein du processus de production de l'OCGE. Et puis pour la suite du processus, on reprend ces cartes de prédiction vecteur, on exploite aussi d'autres bases de données, BD Forêt, RPG, BD Topo et fichiers fonciers. Pour résumer, on applique un filtre sur les spécifications du produit final pour obtenir le produit en 2 dimensions, couverture et usage. Donc là, en sortie de cette phase-là, on a une OCGE qu'on appelle tout automatique au format vecteur. On a ensuite des phases de photo-interprétation, une OCGE intermédiaire qui est générée. Comme certains d'entre vous ont dû le voir et y participer, on avait mis en place des boucles de correction en cours de production sur les millésimes 2018 et 2021 qui nous permettaient d'obtenir l'OCGE final. Donc là, je vous fais rapidement un point sur la production. Bon, les 2 premiers millésimes, on arrive au bout de la production. Il y a eu quelques reprises sur des départements et il reste un département qui intéresse quand même de près les Vauclusiens pour les territoires qui sont un peu à cheval sur différents départements et de régions. Il y a l'Ardèche qui va arriver bientôt, qui est dans les derniers. Donc voilà, il y a déjà tout un tas d'informations et de données qui sont disponibles sur cet OCS et ces 2 premiers millésimes. Donc le site GeoService avec le téléchargement, les flux, la visualisation sur le géoportail. Et puis je reviendrai un petit peu plus tard sur les données annexes qui sont diffusées aussi en marge de cette production. Donc j'ai remis les millésimes pour les départements qui intéressent notamment l'ORAV. Donc 2018-2021 à la fois pour le Gard et le Vaucluse, et puis 2020-2023 sur les Bouches-du-Rhône. Donc on passe aux nouvelles productions. J'ai quelques éléments à vous partager, notamment sur la nouvelle numérotation, puisque vous aviez dû constater lors des premières phases de production que le premier millésime était le plus récent et qu'on faisait une mise à jour rétroactive pour produire le plus ancien. Là, aujourd'hui, comme on engage la production d'un 3e millésime, on a remis cette numérotation dans un ordre chronologique, ce qui fait que désormais, sur le Vaucluse, le M1, c'est le 2018, le M2, le 2021, et puis le M3 arrivera bientôt. Donc, on procède par bloc. Donc, le millésime 3 correspond à des blocs d'orthophotographie. Ça correspond au programme de couverture orthophotographique. Le bloc 3 concerne les années 2024 à 2026 pour les prises de vue. Je vous mets rapidement. Donc, il y a certaines évolutions sur le M3 qui va être lancé
qui va être lancé cette année. La plus grosse évolution, elle concerne notamment la phase interactive avec les territoires, donc ce qui va vous intéresser aussi en cours de production, c'est que plutôt que de passer sur des boucles de correction très courtes et très timées en cours de production des premiers millésimes, on a pris l'option de passer sur des boucles de consolidation du millésime précédent qui va permettre d'alimenter la production du troisième millésime. Donc la phase de consolidation, j'ai une slide derrière qui vous informera là-dessus. La phase de consolidation, elle se déroulera sur 6 mois. Et en amont de la production du troisième millésime. Je crois que c'est la slide suivante qui en parle, oui, campagne collaborative. Donc oui, ces changements, en fait, ils ont été décidés par le constat et les retours qu'on a eus assez nombreux sur les boucles de correction qui étaient trop courtes, la non-possibilité de faire des signalements sur des géométries, les difficultés de prise en main des outils par certains utilisateurs pour les gens qui ne pratiquent pas la géomatique et le SIG, d'utiliser un plugin QGIS, ça peut être assez compliqué. Et donc, on met en place une plateforme web pour ceux qui le souhaitent. Et puis, on met en place des outils et de la simplification et de la centralisation de la documentation là-dessus. Donc pour ces boucles de consolidation, j'ai mis quelques éléments, notamment de calendrier. Donc je vous confirme que cette boucle de consolidation concerne le contrôle du deuxième millésime, donc du millésime 2021 pour le Vaucluse. Que ça va être des boucles de consolidation qui vont concerner, comme pour les premiers millésimes, la France entière. Et donc, une durée de 6 mois. Je vous ai mis les éléments de calendrier sur le déploiement de ces boucles de consolidation sur notre région. Donc, la confirmation que on va créer une couche d'erreur M2 et on ne va pas modifier le M2. Ça, c'est pour des besoins de continuité sur les données. On ne peut pas corriger rétroactivement des millésimes qui ont été diffusés. Et donc, sur les outils, je ferai parvenir très largement, enfin, je vais diffuser très largement une invitation à vous inscrire sur les listes de diffusion. La plateforme GRIST notamment, qui permet à la fois de mieux gérer la communication auprès des acteurs des territoires. Et puis, c'est sur cette plateforme que sont stockées toutes les informations et la documentation. Et puis, on a le portail web qui est mis en place également. Donc, je vous ai mis ici des premiers éléments de calendrier. Alors, c'est le lancement du programme. Il y a toujours une incertitude sur le respect des délais et puis sur le déploiement de ce type de programmation. Pour l'instant, c'est un calendrier prévisionnel. J'ai juste mis une information, oui, sur la région. Les premiers départements sont prévus plutôt pour fin 2026 en sortie. Et ça devrait concerner le Vaucluse a priori. Donc d'autres actualités. Donc le support sera partagé, j'imagine, et j'ai mis pas mal de liens dedans, notamment les replays de certains webinaires pour ceux qui n'y auraient pas assisté, et puis des adresses de contact dédiées aux produits. Je vais passer tout à l'heure sur les parquets jardins et le photovoltaïque. Il y a des adresses génériques à chaque fois pour si vous avez des questions sur ces thèmes-là et ces données. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, au-delà des deux dimensions, on diffuse aussi depuis peu les données d'artificialisation issues de l'OCSGE. Donc, c'est les zones artificialisées. Vous pouvez les retrouver, elles sont diffusées en GeoPackage. Et c'est diffusé au fil des productions des processus et de l'OCSGE.
Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je le détaille ici, mais je passe très rapidement dessus. La donnée en sortie de processus IA, donc COSIA, qui pareil de la même façon est diffusée au fil des productions de l'OCSGE, avec des différents usages possibles, notamment à l'hygiène. On l'exploite pour des nouvelles représentations cartographiques. Ça peut servir pour la production de MOS en s'économisant une partie des tâches de photo-interprétation notamment, ou pour créer une OCSGE++ ou enrichie qu'elle est travaillée au niveau du groupe de travail régional, par exemple. Et puis bah, ça peut répondre aussi au suivi d'autres politiques publiques, notamment la végétation en ville, les haies, les bocages ou les trames vertébrés. Je vous ai mis également les liens vers cette donnée. Pour vous tenir informé, il y a aussi une communauté au CSGE qui a migré sur Expertise Territoire depuis le mois de mars. Donc là, de la même façon, je vous ai mis les liens si vous êtes intéressés. Et puis, il y a la page Géoservice dédiée à l'OCSGE, vous pouvez retrouver ces liens. Donc ensuite, je voulais faire un focus sur les deux bases de données complémentaires. Donc, il a été question d'exemption et de données, notamment sur le photovoltaïque tout à l'heure. Il y a deux bases de données qui sont en cours de constitution en mode mixte, j'ai envie de dire. On produit une partie et le socle de la donnée, puis ensuite il y a des processus collaboratifs qui permettent de les enrichir. Donc sur les parcs et jardins, de la même façon, j'ai mis un lien vers le webinaire de 2024 qui était le lancement de cette base de données. Je vous refais un rappel récapitulatif du processus de production. Donc, on a extrait les parcs et jardins de la BD Topo dans un premier temps. On a construit une couche spécifique. On a fait des tests, notamment avec les partenaires d'Île-de-France. Et puis, on est passé à l'échelle derrière. Le but, et donc, il y a cette base de données, elle est ouverte sur l'espace collaboratif IGN. Elle permet à la fois de modifier des géométries sur ce qui a été intégré dans le socle de la base de données, mais aussi de créer de nouvelles géométries et puis de renseigner 5 champs qui concernent l'ouverture, l'année d'ouverture, la nature, le nom et l'organisme déclarant qui permettent de compléter cette base de données. Et derrière, je vous ai mis un exemple de l'impact que ça peut avoir avec ou sans exemption des parcs et jardins. Alors là, on est sur l'exemple du château de Vaux-le-Vicomte, où effectivement, c'est un exemple qui est assez frappant, puisqu'il y a de grosses surfaces de jardin. Et donc, vous pouvez voir l'impact que ça peut avoir en termes d'exemption pour l'artificialisation. En termes de calendrier, cette base de données, elle est ouverte depuis l'automne dernier. On a fait une première extraction au cours du printemps et la V1 de cette base de données va être diffusée d'ici la fin du mois de juillet normalement. À savoir que on a fait une extraction, le service reste ouvert, la base de données, vous pouvez toujours interagir avec et puis aller y saisir de nouvelles informations. C'est juste que on fait une extraction à un moment donné, on produit une V1 et puis on sortira d'autres versions à l'avenir de cette base de données. Sur le photovoltaïque, on a un processus qui est un peu différent. On a fait appel à de la sous-traitance pour la détection automatique des parcs photovoltaïques et des fermes photovoltaïques. Donc, c'est le bloc que vous avez en bas là, sur la gauche. Donc, une production des emprises du photovoltaïque à l'aide de l'intelligence artificielle. Et donc, on a en sortie des emprises géographiques. Et puis, à côté de ça, on a mis en place un formulaire sur démarche simplifiée qui permet d'aller renseigner les caractéristiques de ces parcs photovoltaïques pour en sortie savoir si ces parcs peuvent
faire l'objet d'une exemption ou non. Alors, Laure, tu m'avais demandé de mettre un peu de détails sur cette base de données. Je vais passer très vite, autrement, ça risque de durer longtemps. Donc, je vous ai mis les slides là où on a le contenu, donc la géométrie, les différentes caractéristiques. Et puis, on a séparé ce qui est, tous les attributs qui sont en sortie de la production des emprises, et puis ce qui est issu des déclarations sur formulaire. Donc, à l'issue du remplissage, quand même, dans les informations, c'est que il est indiqué si l'installation est exemptée ou non du calcul de l'artificialisation. Donc, je passe assez vite sur ces parties-là. Vous avez l'ensemble des champs qui sont en sortie et disponibles dans la base de données. Je précise que les bases de données Parc et Jardin et photovoltaïque sont aussi diffusées en open data. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que j'ai tenu le délai. Oui, merci. Désolé si ça a été un peu rapide. Pas de souci, on a pris un peu de retard au départ, donc voilà, on va avoir un peu de retard, mais c'est pas très grave, on est en visio. Merci. Du coup, on enchaîne sur notre partie. Est-ce que tu peux arrêter le partage de ton côté, Sébastien? Et du coup, on va vous présenter la publication que nous avons réalisée récemment à l'agence. Alors, pour vous préciser que cette publication, elle a été réalisée dans le cadre du Fonds vert avec la DDT du département. Je pense que vous voyez l'écran maintenant s'afficher en plein écran, donc. Et donc, je vais vous passer assez rapidement la première partie, loi climat résilience, puisque donc Mathieu en a déjà parlé. En deuxième partie, également l'OCSGE. Je pense que je vais aller assez vite sur la partie explication de la donnée, mais on va aller à l'essentiel pour cette partie-là, en vous détaillant un peu la couverture et les usages et l'artificialisation du sol dans le département. Et enfin, c'est Aurore qui vous présentera la troisième partie sur les outils qui sont mis en œuvre dans la sobriété foncière grâce à l'OCSGE. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller détailler, expliquer un peu ces enjeux. Donc voilà, la loi climat résilience, on n'y revient pas dessus, vous la connaissez. L'idée, il y a deux notions principales, les deux dates. 2031, on parle de consommation d'espace, et à partir de 2031 jusqu'à 2050, on parle d'artificialisation, de réduction de l'artificialisation pour atteindre en 2050 le zéro artificialisation nette. Mathieu, je pense, n'en a pas parlé tout à l'heure. On voulait juste vous rappeler que ce décret du 27 novembre 2023, qui vient compléter la loi, a défini des espaces en deux grandes catégories, que ce soit les surfaces artificialisées ou les surfaces non artificialisées, et qu'à l'intérieur de ces catégories, il y a des sous-catégories. Il y en a une dizaine, enfin il y en a 10 exactement, et qui ont derrière un seuil d'application différent. Donc là, c'est la partie sur le CSGE, donc je vous passe un peu le détail du début dont a parlé Sébastien sur la manière dont a été produite cette nouvelle donnée. Ce qui est intéressant de voir, c'est que donc du coup, la donnée au CSGE fait ce croisement entre l'usage et la couverture qui reprend exactement finalement ce tableau. Et donc dessus, vous allez pouvoir, en croisant l'usage et la couverture, aller voir si la surface est considérée comme artificialisée ou non artificialisée. Donc voilà, si on passe sur la partie couverture en Vaucluse, donc vous avez la carte qui s'affiche, tout le département est bien entendu couvert. On est sur une couverture végétale qui est majoritaire dans le département, comme dans tous les départements au final, avec une majorité de peuplement de feuillus, donc de forêts de feuillus, et également une formation herbacée qui est assez importante avec 26%. Les espaces qui sont non végétalisés, à savoir les zones bâties, les zones non bâties, les zones à matériaux minéraux et les sols nus, sont en légère évolution entre 2018 et 2021. On a 600 hectares en plus de ces zones qui sont sans végétation, donc 3% de plus pour les zones bâties notamment. Sur la partie usage, on est sur un usage, alors là aussi majoritaire, enfin quasi majoritaire, j'allais dire sur l'agricole, mais bon, la sylviculture est quasi à égalité, enfin est à égalité également.
sur le département, donc 40% pour chacune de ces deux classes. L'usage résidentiel, le troisième usage là, en termes de représentation dans le département, est à 8%. On est sur des évolutions qui sont en baisse. Alors ça, voilà, c'est un constat dont on connaît également par ailleurs, notamment sur l'agriculture. On est à moins 0,1% de perte. En tout cas, ici, on parle bien d'usage du sol, hein, qui est donc la manière anthropique dont le sol est utilisé par l'homme. Et donc après, on a des évolutions un peu plus positives sur les productions secondaires qui augmentent également, le tertiaire un peu également, les zones de transport et de logistique aussi. Si on parle d'artificialisation, donc qui est ce croisement entre l'usage et la couverture, on est aujourd'hui à 13% d'espace artificialisé sur le département, donc toutes les zones en rouge ici. Sur ces espaces-là, il y en a quasi la moitié, 58%, qui est dédié à de la zone résidentielle, et ensuite presque un quart qui sont dédiés au réseau de transport, logistique et infrastructure. Entre 2018 et 2021, on a une augmentation de 300 hectares nets qui ont été artificialisés sur donc cette période de 3 ans. Et ici, on vous a mis un petit quiz parmi ces 3 exemples. D'après vous, lequel est artificialisé? Donc, on est sur un espace qui est un espace dit urbanisé, urbain, hein, donc pas loin d'un centre-ville. Où vous voyez, il y a des espaces récréatifs, il y a des jardins, il y a des espaces qui sont plus considérés comme agricoles. Où finalement, on a une couverture sur ces 3 exemples que l'on vous a pris ABC, une couverture qui est dite végétalisée, puisqu'on a de la formation soit de l'herbacée, de l'herbe, soit de la forêt mixte. Et au final, on a des usages qui sont différents, un usage agricole pour la partie A et des usages résidentiels pour les exemples B et C. Et au final, quand on va se reporter au fameux tableau, eh ben, on constate qu'il y en a un qui va être considéré comme artificialisé, qui est finalement l'exemple ici B, puisqu'on est sur une formation herbacée qui a un usage résidentiel. Donc, ces fameux espaces qui sont considérés comme artificialisés dans l'OCSGE et donc au regard de la loi, alors que les espaces qui sont finalement ici en forêt, avec un usage résidentiel, avec un seuil de surface, comme on en a parlé au début dans le tableau, assez important, vont ici être considérés comme non artificialisés. C'est cet exemple C. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur ces croisements. Et je laisse la parole à Aurore qui va vous détailler 6 enjeux spécifiques de l'OCSGE et de la loi climat résilience et du ZAN. Donc, vous avez bien compris qu'il s'agit de 2 croisements essentiels entre usage et couverture. Et là, l'objectif, c'est que dans le cadre du calendrier du ZAN, avec la mise à jour des différents SCOT ou PLU, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de pouvoir utiliser cette donnée pour pouvoir vous aider dans vos politiques publiques, pour pouvoir justement mettre à jour et s'inscrire dans une trajectoire de sobriété foncière sur vos documents d'urbanisme et vos études urbaines. Donc, dans les principaux enjeux qu'on a à travers le ZAN, on a cette fameuse question d'optimisation foncière. Donc, on l'a vu avec Mathieu. L'objectif, c'est de pouvoir limiter du coup tout ce qui est consommation d'espace et de promouvoir plutôt la reconstruction de la ville sur la ville en demandant une densification souhaitable sur le territoire. Pour justement à la fois reconstruire des logements sur les espaces anthropisés, mais aussi des activités économiques. Au niveau de l'OCSGE, donc comment est-ce qu'on peut faire? L'OCSGE, elle permet de détecter au sein des espaces artificialisés les espaces qui sont ouverts et non bâtis et qui peuvent être justement étudiés pour regarder s'ils peuvent être construits pour développer justement de l'habitat, des services, de l'économie sur ces espaces-là. On parle notamment de grands jardins individuels, on peut parler de parkings, on peut parler d'autres sites anthropisés, artificialisés. Et il permet en tout cas d'avoir une première lecture, de regarder où est-ce qu'il y a entre guillemets du vide au sein de l'espace urbanisé où on pourra venir refaire la ville sur la ville. Chaque parcelle n'est pas à venir bâtir, mais c'est pour pouvoir déjà avoir une première stratégie sur le territoire de où sont les possibilités de pouvoir construire à l'avenir sans s'étendre sur les espaces agricoles, naturels ou forestiers. La question aussi des parkings peuvent être réutilisés, peuvent être réinterrogés sur différents usages qui peuvent être autres que du stationnement à l'heure actuelle. Deuxième particularité, ce sont les friches urbaines, où là aussi, vous avez souvent dû entendre, notamment de l'État, de pouvoir réutiliser différentes friches sur notre territoire. La friche, il y a une définition qui a été donnée pour la friche urbaine au niveau du Code de l'urbanisme,
Donc, on définit par friche urbaine tout bien ou droit immobilier bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration, l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Ça a été complété par un décret où on vient en plus mettre comme critère que c'est une concentration élevée de logements vacants, d'habitat indigne, de locaux d'équipements vacants dégradés, de pollution identifiée ou de sites où il y aurait un coût significatif pour son réemploi. Au niveau de l'OCSGE, on a une couche qui permet du coup de pouvoir identifier les friches urbaines. Il suffit de croiser du coup l'usage abandonné avec la couverture anthropisée. Et donc ce que vous voyez à l'écran, ça fait ressortir finalement des bâtiments qui sont identifiés comme des friches. La problématique, c'est qu'au niveau de l'OCSGE, cette donnée n'est pas exhaustive. Par exemple, sur le Vaucluse, on identifie uniquement 19 friches sur le territoire. Or, si on vient identifier ce travail avec d'autres sources qui sont disponibles en open data sur notre région, première photo au niveau de la gauche, c'est l'OCSGE avec les espaces qui sont anthropisés, artificialisés. Et à droite, c'est plutôt un extrait sur ce même plan de ce qui se passe sur Cartofriche. Et on voit que du coup, sur Cartofriche, on identifie déjà 5 friches possibles sur notre territoire, alors que sur l'OCSGE, ce n'est pas le cas. Donc cette donnée de question de friche urbaine, elle doit vraiment s'appréhender au-delà de l'OCSGE. Il y a un premier traitement qui est fait, mais c'est surtout de pouvoir compléter avec des données qui sont disponibles au niveau de Cartofriche, mais aussi au niveau de d'autres données comme l'OVAC, l'OVACOM, et puis bien évidemment tout ce qui est méthode basket, connaissance du terrain que vous avez sur vos territoires, qui permet de venir compléter ces informations-là. Les friches agricoles, alors là, c'est pas forcément du potentiel à venir densifier, mais c'est intéressant justement pour pouvoir faire une reconquête de la politique agricole. La friche agricole, c'est donc des terrains qui sont plus occupés aujourd'hui avec de l'actif qui vient produire dessus. Mais par contre, c'est pas non plus une jachère, c'est pas un sol qui est en attente. C'est vraiment la terre a été abandonnée. On pouvait se demander si au niveau de l'OCSGE, il pouvait y avoir un travail fin qui était mené pour pouvoir repérer justement ces friches agricoles qu'on pourrait réutiliser dans la politique globale agricole. Néanmoins, quand on croise du coup le caractère agricole et qu'on croise le caractère abandonné, on ne peut pas réaliser une production d'une donnée puisque ce sont deux usages et non d'un côté une couverture et un usage. Et c'est pas possible de pouvoir croiser deux usages ou deux couvertures au sein même de l'OCSGE. Donc du coup, ce n'est pas une donnée qui pourrait être mobilisée pour pouvoir identifier ces friches agricoles. Néanmoins, d'autres sources de données permettent de le faire, notamment OpenFrichMap de la SAFER en lien avec la région, ou encore des diagnostics plus poussés au niveau des communes ou des SCOT en lien avec les chambres d'agriculture pour pouvoir justement pousser la thématique agricole, ces dynamiques, ces reprises au sein d'un territoire. Toujours sur la question agricole, cette fameuse question du bâti agricole où la loi demande qu'à partir de 2031, les bâtiments agricoles soient comptés comme artificialisés dans la trajectoire de sobriété foncière. Donc il y a un vrai intérêt de pouvoir analyser déjà qu'est-ce que le bâtiment agricole, quelle est sa dynamique de construction sur les derniers millésimes, pour pouvoir projeter finalement ce qui devra être à l'horizon post-2031 sur comment est-ce qu'on doit prévoir une enveloppe pour ces bâtiments. C'est aussi de pouvoir mobiliser finalement les bâtiments agricoles qui sont vacants, puisque l'objectif c'est aussi de reproduire l'agriculture sur déjà des bâtis existants, ou alors de venir regrouper sur des hameaux agricoles existants pour éviter justement d'aller consommer, émietter avec des bâtiments agricoles sur le territoire. Pour l'OCSGE, pareil, au niveau du croisement, on peut regarder la couverture bâtie et l'usage agricole qui permet de faire ressortir les différents bâtiments agricoles sur les territoires pour les bâtis de plus de 50 mètres carrés et sont également repérés les tunnels sur ces territoires. Aujourd'hui, les millésimes sont encore trop récents, on a 2018-2021, mais à l'avenir, avec l'évolution des millésimes, on pourra avoir une vraie connaissance justement de la dynamique agricole, de pouvoir regarder et repérer ces bâtiments pour pouvoir avoir une meilleure prospective sur le devenir des bâtiments agricoles. Pour le photovoltaïque, du coup, l'hygiène en parlait bien mieux que moi. Donc, au niveau des parcs photovoltaïques, là aussi, l'OCSGE a un vrai intérêt puisque on va venir regarder sur les espaces anthropisés où est-ce qu'on peut venir implanter du photovoltaïque. Et donc, c'est en regardant et en croisant justement la couche artificialisée, bâtie au sein de l'enveloppe urbaine, où on peut identifier des sites qui pourraient accueillir du photovoltaïque sans consommation d'espace. Pour autant, sur d'autres sites qui sont en dehors de l'enveloppe urbaine, là aussi, le CSGE va permettre de pouvoir analyser si ce sont des espaces qui sont artificialisés ou non, comptés ou non du coup pour la sobriété foncière, et de pouvoir se poser les bonnes questions de savoir est-ce que cette parcelle qui a été retenue pour développer du photovoltaïque est
nécessaire, opportun au regard des sensibilités environnementales de mon territoire et au regard de ma trajectoire de sobriété foncière. Donc c'est un vrai enjeu et qui va donc être mis à jour justement suite au nouveau décret de comment est-ce qu'on vient construire ces fameux parcs photovoltaïques qui compteront ou non en consommation d'espace. Et enfin, dernier point important au niveau de tout ce qui est sobriété foncière, c'est cette fameuse question de renaturation pour pouvoir atteindre le net à l'horizon 2050. Et là, pareil, au niveau de l'OCSGE, donc quand les millésimes viendront s'alimenter au fur et à mesure, on peut avoir une vraie photo de avant-après de ce qui était déjà artificialisé. Donc, par exemple, ici, des serres en 2018 qui seront rendues comme non artificialisées en 2021 et avoir cette espèce de décompte sur des espaces qui pouvaient être utilisés comme des parkings et qui pourraient être renaturés par la suite et avoir un vrai comptage de ce qui se passe en termes de dynamique de renaturation sur notre territoire. Donc, à travers ces quelques exemples pour traduire la sobriété foncière, le CSGE ne peut pas tout. En revanche, c'est vraiment un outil au service des politiques publiques qui vont vous permettre de pouvoir favoriser votre trajectoire de sobriété foncière dans le cadre des PLU, des SCOT et des études urbaines pour pouvoir mieux gérer l'usage du sol et savoir si ce projet est opportun à tel endroit ou si c'est sur d'autres sites qui devraient se développer. Cet outil doit être forcément complété avec d'autres bases qui existent sur le territoire ou encore sur de la méthode terrain que vous connaissez au mieux au niveau de vos territoires pour pouvoir vraiment s'inscrire dans une démarche de sobriété foncière de qualité. Eh bien, merci Aurore. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des éléments à nous faire connaître avant que l'on conclue ce réveil? Je vois que dans le chat, il y a une question qui concerne les boucles de consolidation sur l'OCSGE, qui est proposée par Benjamin Coge. Est-ce que Sébastien, tu vois la question dans le chat et peut-être je te laisserai y répondre? Oui, je suis en train de la lire. Euh, S'agit-il bien de celui courant? Oui, donc c'est bien les boucles de consolidation, comme je vous l'ai dit, c'est bien sur le millésime 2, donc le millésime 21 pour ce qui concerne le Vaucluse. Alors pour ceux qui sont sur d'autres départements, ce que je disais tout à l'heure, le Gard, c'est les mêmes millésimes. Et par contre, sur les Bouches-du-Rhône, elle commencera un peu plus tard, puisque les boucles de consolidation peuvent se lancer sur les départements dont les données sont disponibles en flux. Pour les Bouches-du-Rhône, pour l'instant, elles sont téléchargeables, mais pas encore disponibles via les flux. Ce sera lancé dans les semaines qui viennent. Je crois qu'il y a plusieurs questions. Alors en fait, ce processus-là, a priori, il sera, enfin, on n'a pas encore de visibilité sur le M4, par exemple, mais ce qu'on essaye de faire à chaque itération sur les millésimes, bah, c'est d'améliorer le processus et aussi d'améliorer bah, les aspects collaboratifs. Donc, on essaye d'améliorer les outils, d'anticiper un peu plus ces périodes interactives. Voilà. Et puis, il y en a une dernière, je crois, ou bien les boucles d'erreur. Oui. Alors oui, la boucle de consolidation, je l'ai dit rapidement, mais l'objectif, c'est de construire des bases de données d'erreurs qui permettent d'alimenter le M3. Il y a une dernière question également sur le chat pour toi, Sébastien. Est-ce que l'IGN, comme pour le calcul artificialisation, a prévu de développer un tutoriel QGIS pour le calculer la consommation d'espace NAF avec l'OCSGE? Alors ça, j'ai pas l'information, a priori non pour le moment, mais non, j'ai pas l'information, je pourrais me renseigner, mais je crois pas que ce soit en cours en tout cas. Ok, merci. Il y a Jean-Louis Zimmermann qui a levé la main. Je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, parfait, merci. Merci. En fait, c'était pour la dernière planche où il était mentionné effectivement le fait qu'il y avait la possibilité de croiser avec d'autres données. Il se trouve qu'au sein du pôle développement auquel je suis rattaché, on a mené, on va dire, une méthode de production au fil de l'eau, on va dire à la fois de l'usage et de la contextualisation des données à l'échelle du Vaucluse.
Et je pense que en utilisant d'un côté OpenStreetMap en données de contextualisation, alors j'insiste bien sur la notion de contextualisation, c'est par exemple ce que faisait l'outil Cartofriche, c'est-à-dire c'est pour comprendre comment évoluent les choses. Parce qu'il y a aussi une autre chose qui est assez intéressante, c'est la vitesse de mutation des territoires, c'est-à-dire entre le livrable qui est fait. Par exemple, là, on a une déviation qui est mise en place sur Orange, qui est en cours de réalisation. Les collègues du pôle aménagement me donnent l'état d'avancement. C'est déjà mis en ligne. Alors, je sais que l'IGN est aussi très près de l'actualité, mais l'avantage, c'est que disons, nous, on a la capacité à faire une production plus que temps réel. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre info, c'était aussi sur la production de concepts. Là, c'est plus pour avoir des éléments de contextualisation en mode de méta, c'est des rattachements à d'autres bases de données, c'est l'utilisation de Wikidata. Donc là, c'est plus pour de la prospective, mais c'est vrai que comme le département a la compétence espace naturel sensible et préemption sur les espaces sensibles, ça va être intéressant aussi de savoir comment on fait pour croiser les bases entre elles pour avoir des référentiels de géométrie et notamment, vous savez qu'il y a la base comment dire, de l'inventaire national des espaces protégés. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'à un moment se posera le sujet de quelles sont toutes les bases de référence et leur date de production. Merci. Très bien. Merci Jean-Louis pour ces informations complémentaires, en effet. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous proposer de conclure. De toute façon, on n'était pas très en avance, donc je pense qu'il est temps de terminer ce réveil. Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez consulter la publication que l'on vient de vous présenter sur notre site internet dans la partie publication, que nous avons également publié sur Observocluse, donc la carte occupation du sol, avec donc vous retrouvez les données au CSGE et on a également mis les données des MOS locaux, le dernier millésime à chaque fois. Donc la couverture, l'usage et l'artificialisation. Ce travail a été réalisé avec la DDT dans le cadre du Fonds vert, ça je vous l'ai dit, mais que cette année, ça vous le savez pas, il sera reproduit à l'échelle des SCOT. Donc on a une nouvelle publication qui sera publiée en fin d'année, avec vous retrouverez les chiffres clés, les indicateurs qui seront calculés à l'échelle des SCOT. Et donc le replay sera mis prochainement en ligne sur le site de l'ORAV. Et la dernière information, vous pouvez le noter déjà dans vos agendas, le 11 septembre, le prochain réveil aura lieu sur la thématique des marchés immobiliers et des marchés fonciers. Voilà, je vous laisse terminer votre matinée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.